Bonjour à tous, alors on va parler aujourd'hui de l'histoire du docteur Petiot, histoire que j'ai fait en collaboration avec Zélia. Zélia qui tient une autre chaîne YouTube qui, elle, traite également de faits divers, de criminels et de plein d'histoires. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, d'autant plus que cette vidéo est en collaboration avec elle, puisque elle a réalisé la première partie qui traite de la vie du docteur Petiot avant, on va dire, son énorme crime qui a explosé au grand jour. Elle parle de son enfance, de sa psychologie un petit peu plus, et elle parle de son histoire avant que tout soit découvert. Allez voir la chaîne de Zélia, elle va toute la première partie et également elle parle de plein de faits divers, donc je vous invite vraiment à aller la voir ou la suivre sur les réseaux, tout ce qui est Instagram, Twitter. Notre histoire débute le 11 mars 1944 où en fait il y a dans l'hôtel particulier rue Le Sueur énormément de remue-ménage, une odeur nauséabonde, également plein de fumée qui sort de la cheminée. Les voisins sont complètement dehors en train d'appeler des secours, de savoir ce qui se passe parce que ça sent terriblement mauvais et en plus il y a plein de fumée, enfin voilà, ils pensent qu'il y a un incendie, qu'ils savent pas ce qu'il y a, donc ils appellent les pompiers. Ça fait d'autant plus quelques jours que ça sent très mauvais. Donc il semblerait que tout cela vienne du numéro 21 de la rue Le Sueur, d'où provient une fumée un peu bizarre qui sort de la cheminée. Et également du coup cette odeur qui traîne dans la rue. Cet hôtel particulier donc est une résidence qui appartient au docteur Marcel Petiot. Marcel Petiot est un médecin et absent pour le moment, donc on ne sait pas où il est exactement. Ses voisins diraient qu'il serait en province, à Auxerre, peut-être dans la famille de sa femme, enfin ils ne savent pas exactement où il est. On essaye de le joindre, finalement on arrive à la voir pour lui dire de venir absolument très rapidement, donc c'est les pompiers qui essayent de le joindre, lui dire de venir absolument rapidement dans sa résidence pour pouvoir régler ce problème d'odeur et de feu de cheminée qui encombre toute la rue. Donc lui il dit qu'il va venir. Bon alors bien sûr moi je vais vous raconter mon histoire d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai retenu et là où il y a le plus d'informations. Bien sûr vous allez trouver différents articles sur cette histoire qui seront remaniés de certaines façons. Des fois on dit qu'il n'a pas répondu au téléphone, des fois on dit qu'il a répondu, enfin voilà. Tout ce que je vais vous dire va être interprété. Finalement, ils attendent, les pompiers attendent, les gens dans la rue attendent, tout le monde attend que Petiot arrive, mais finalement, personne n'arrive et ça continue à faire beaucoup de fumée et beaucoup d'odeur. Les pompiers réussissent à fracturer une fenêtre et rentrent dans la maison, enfin dans l'hôtel particulier, afin de savoir d'où provient cette fumée. Ils descendent à la cave où il y a la chaudière et ils découvrent un spectacle abominable. Les pompiers appellent tout d'abord la police au secours, ils leur demandent de venir et on découvre un spectacle de plusieurs dizaines de corps et de membres éparpillés. On retrouve des morceaux d'os éparpillés, on retrouve des corps, d'autres complètement démembrés, voilà, un spectacle d'horreur. Tout ça, donc tous les corps sont dans la chaux afin de pouvoir les faire se décomposer. À première vue, la personne qui habitait ici aurait donc enseveli les corps sous la chaux afin de pouvoir les faire se décomposer et que tout en fait s'enlève, qu'il n'y ait plus aucune trace d'ADN ou de personne ou de quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on retrouve, ce sont des mâles de personnes qui à première vue auraient dû partir en voyage mais qui ne sont jamais partis. Donc on retrouve des valises et des valises d'affaires d'hommes et de femmes entassés avec parfois des bibelots onéreux, parfois des babioles, mais toute la vie de plusieurs personnes est retrouvée. Des dizaines de robes, de pantalons, de culottes, de vêtements, enfin des centaines de vêtements sont retrouvés. Maurice Petiot qui arrive, le frère de Marcel, devant la propriété, donc tout le monde lui demande qu'est-ce qu'il s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs corps qui sont à la cave. Lui répondra que ce sont des corps d'Allemands
de personnes qui ne faisaient pas partie de la résistance qui ont été tuées en fait, tout simplement. Donc il répondra ça plusieurs fois. Alors, par contre, ce qu'on apprendra par la suite, c'est qu'en fait ça n'était pas du tout Maurice Petiot, mais bien Marcel Petiot qui était là, qui n'a été reconnu par personne et qui en fait était déguisé en son frère si vous voulez, qui voulait pas prendre la responsabilité de son nom, mais qui s'est défendu quand même en prenant le nom de son frère. Voilà, un peu tiré par les cheveux déjà, on commence. Il est impossible donc avec tout ce qui a été retrouvé de créer des corps, tellement il n'y a que des fragments d'os et des fragments de personnes éparpillés partout en fait. Le journal Le Petit Marseillais racontera: les ossements que l'on récupère sont si fragmentés qu'il sera impossible de reconstituer les squelettes. On n'en pourra déterminer que approximativement le nombre qu'en les pesant. C'est 27 corps qui finiront par être identifiés, donc 27 personnes qui sont mortes et complètement décomposées dans cette cave, avec des centaines d'affaires retrouvées également à eux. Finalement, Maurice, Marcel et sa femme se volatilisent. On ne retrouve personne. Donc Marcel Petiot est parti faire sa vie ailleurs afin d'éviter un grand scandale par rapport à ça et surtout de se faire un petit peu oublier par la police qui le recherche activement. Marcel Petiot s'engage donc dans la FFI, donc Force Française de l'Intérieur. Il prend le nom de Capitaine Valéry, donc il s'engage dans la résistance. Il dira également qu'il faisait partie du réseau Flytox. Donc Flytox, certains disent qu'il existe, d'autres qu'il n'existe pas. Donc c'était un réseau qui aurait permis aux juifs et également aux personnes qui voulaient se faire oublier d'être donc déportés, d'être déportés à l'étranger pour pouvoir créer une nouvelle vie. Il prend le nom d'une bombe très connue d'insecticide. Quelle ironie. Ce réseau Flytox aurait été démantelé par la Gestapo. Voilà, ceux qui disent qu'il a existé, il aurait apparemment été démantelé par la Gestapo. Petiot continuera donc sa vie en tant que résistant, enfin plus ou moins après tout cela en tout cas, et un mandat d'arrêt est toujours émis contre lui. Vient alors à l'officier chargé de l'enquête, donc l'inspecteur Soutif, de publier dans le journal La Résistance un article disant que Petiot est en fait un collabo. Ce qui était très bien joué puisque ça touche à son honneur. Et bingo, il envoie un démenti, une lettre manuscrite qu'il envoie directement au journal où l'on reconnaît son écriture qui est bien propre à lui, qui démentit qu'il a été collabo et justement qui dit qu'il a toujours fait partie de la résistance. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé. On retrouve donc le docteur Petiot qui était en fait encore dans la FFI. Il sera interpellé par le docteur Soutif à l'arrêt de métro Saint-Mandé-Tourelle le 31 octobre 1944, donc le jour d'Halloween. Voilà, j'avais juste envie de le souligner, je trouvais ça assez drôle qu'il soit arrêté le jour d'Halloween. Par la suite, afin de démentir ce qu'il a dit, donc notamment qu'il a tué seulement des collabos, il sera organisé par l'inspecteur Soutif une exposition Petiot avec toutes les affaires qu'il a réunies dans le commissariat de police. Donc il y aura une exposition de toutes les robes, les vêtements, les chaussures, enfin voilà, tout ce qui a été retrouvé, il y a une exposition dessus et en fait par rapport à cela, on entend retrouver à qui sont les vêtements et savoir si ce sont des juifs ou non pour savoir s'il a collaboré ou bien au contraire s'il a tué des juifs. Et c'est encore une fois bingo puisque c'est plusieurs personnes, donc une femme dont le mari a disparu chez Petiot qui dira que ce sont les affaires de son mari qui a disparu, qui devait partir à l'étranger mais qui ne sera jamais retrouvé, donc un juif, et également une couturière qui dira que c'est sa robe qui a été retrouvée et que sa robe a bien été achetée par une dame juive qu'elle n'a jamais revue ensuite. On identifiera également durant cette exposition plusieurs personnes. Voilà, si vous voulez un petit peu regarder, moi j'ai pas tout mis, mais on identifiera certains corps et certains vêtements, pas certains corps, ce qui permettra du coup de reconstituer. Donc, Petiot, contrairement à ce qu'il a dit, a bien tué des juifs et également il aurait tué des personnes qui souhaitaient se faire oublier, donc des petits bandits voilà, qui voulaient donner de l'argent pour disparaître. Il a tué plusieurs personnes comme ça, en fait toutes les personnes qui voulaient se faire oublier, il les a récupérées et les a tuées. Passons maintenant au procès. Le procès aura lieu le 18 mars 1946 aux Assises de la Seine.
Bien sûr, Petiot est accusé d'avoir commis 27 meurtres, enfin pour ceux qu'on connaît en tout cas, puisque si vous allez voir la vidéo de Zélia, vous verrez, ce ne sont certainement pas les seuls crimes qu'il a commis dans sa vie, en tout cas, voilà, parce que tuer des animaux ou d'autres personnes qu'il a fait disparaître, voilà, il a pas qu'à tuer 27 personnes. Donc ce sont des centaines de personnes qui viendront également à ce procès qui sera très médiatisé. Il fera beaucoup de bruit et lui, Petiot, prendra un malin plaisir à se donner en spectacle. Voilà, il était là pour faire de la comédie, pour dire que lui c'était un grand résistant, qu'il n'a jamais agi avec la Gestapo, qu'il a toujours aidé les juifs ou les personnes qui étaient déportées, voilà, enfin bon, il nous en sort en plus des énormes. Donc pour le docteur c'est un jeu, c'est un spectacle et il est sur la scène. Il s'endormira en plein milieu du procès, il hurlera, pleurera, enfin voilà, c'est un clown qui se donne en spectacle pendant ce procès et c'est abominable en fait pour les familles des victimes parce que lui il est là pour la frime vraiment, enfin on en a l'impression en tout cas, c'est qu'il est là vraiment pour se faire briller, pour faire parler de lui et faire le comique, il lâche des blagues, enfin voilà, c'est totalement aberrant. Le procès qui dure plusieurs jours finira quand même par son inculpation et sa mise à mort. Il est condamné à mort le 4 avril 1946 et c'est le 25 mai 1946 qu'il sera guillotiné et ses derniers mots seront « Je suis un voyageur qui emporte ses bagages ». Voilà, je pense qu'on n'est pas loin du mec complètement barjot, vraiment retourné. Il a été interné, donc on savait qu'il était complètement fou, mais on l'a laissé en liberté quoi. Il a été interné, on a dit qu'il n'était pas totalement fou. Il est très intelligent cet homme, très intelligent, ce qui fait qu'il peut le pallier à sa folie et à sa bipolarité en fait. Le procès est vraiment un texte de théâtre, donc si vous souhaitez le lire, je vais vous le mettre en barre d'infos. Enfin, je vais vous mettre le lien pour aller y accéder en barre d'infos. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux. Si vous avez également d'autres idées de vidéos, je serai contente d'en discuter avec vous pour une prochaine vidéo également. Voilà, histoire de se répéter. Je vous souhaite quand même un bon courage, gardez espoir, protégez-vous, restez bien chez vous, faites attention et on se dit à bientôt. Bye!